Donc, pendant que vous dînez, là, on va aller tranquillement, là, on va commencer, mollo, là. Euh, En dehors de qu'est-ce qui était présenté, j'aime aussi parler des autres choses que j'aime dans la vie, autres que mes diplômes, là. Moi, il y a trois choses que j'aime beaucoup dans la vie, gamer, faire du vélo, puis le whisky. Fait que si vous êtes vraiment des fans de whisky, ça va me faire plaisir de parler avec ça avec vous. J'ai une collection de près de 50 bouteilles. Je fais beaucoup de vélo, je fais faire 2000 à 2500 km par année, mais ça rentre en conflit souvent avec l'alcool puis le gaming, là. Tu sais, je peux pas faire les trois en même temps. Puis je suis un gros gamer aussi, là, que j'essaie à mes heures perdues de pouvoir gamer. Je confirme. Fait que ça, c'est les autres choses que j'aime dans la vie en dehors du travail, là, parce qu'il n'y a pas ça finalement dans la vie. Peut-être juste pour rectifier les points, on ne fait pas du transfert technologique en tant que tel, mais nous, on a tous développé une bonne compréhension de la technologie, puis on aide des organisations à savoir quoi faire avec ces opportunités-là. On n'est pas dans la recherche-innovation pure. On va utiliser des aspects de la recherche, on peut développer un peu d'innovation, mais on cherche à se poser avec les universités finalement pour l'innovation. Donc, on est vraiment dans l'accompagnement des entreprises finalement dans l'adoption de la technologie. C'est quoi les formes que ça peut prendre? Ben, des trucs comme ça aujourd'hui, de vous expliquer qu'est-ce que c'est la technologie, identifier des opportunités avec vos organisations et mettre en action des éléments suite à ça. Bref, on embarque dans le vif du sujet. C'est quoi cette patente-là, une intelligence artificielle? C'est-tu un robot? C'est quelque chose qui vit dans le présent? C'est quoi la définition de tout ça? Si on aurait posé cette question-là il y a une dizaine d'années environ, les éléments qui auraient beaucoup ressorti, ça aurait des trucs comme Google Translate, qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, on a vraiment vu une grosse différence dans les capacités. Là, là, on mettait des mots comme « Hey, la phrase, c'est vraiment exactement comme ça qu'elle devrait être écrite. » Bon, après, être amélioré au niveau de la qualité, des éléments comme ça, mais vraiment une amélioration de la performance autour des années 2010 dans l'utilisation de cette technologie. Un autre truc aussi dans ces années-là qui s'est passé, c'est peut-être pas tout le monde qui connaît, mais AlphaGo, le jeu de Go, c'est des billes blanches et noires qu'on met sur une grande carte, puis on essaie de conquérir des territoires. Puis c'était le jeu qui actuellement était considéré le plus complexe et qui n'avait pas encore été gagné par des systèmes informatiques contre l'humain. Donc, ce qui s'est passé, il y a un documentaire vraiment intéressant là-dessus qui a joué sur Netflix. Ils ont développé un système. Ce système-là a réussi à gagner 4 matchs sur 5 contre l'humain. Puis là, c'était à plate couture. Vraiment, vraiment très dramatique comme documentaire, mais très bon. Puis ça a vraiment été un gros changement dans l'aspect informatique de démontrer qu'on peut développer des systèmes qui peuvent jouer à des jeux très, très, très complexes et gagner par rapport à un humain. Fait qu'on voit que c'est quelque chose qui, à l'époque, c'était des systèmes comme ça, puis aujourd'hui, ben, c'est ChatGPT quand on parle d'IA que les gens vont me parler. Fait qu'on voit que c'est un concept qui évolue dans le temps. Ce qu'on considérait une intelligence artificielle dans le passé, maintenant, on le prend un peu pour acquis, puis on se pose plus beaucoup la question. Fait qu'on voit que ce concept évolutif-là des choses fait en sorte que c'est difficile de capturer c'est quoi vraiment cette technologie-là. Parce que dans 10 ans, ce qu'aujourd'hui était ChatGPT de l'intelligence artificielle, ça va être probablement autre chose de plus poussé ou peut-être pas non plus. Donc, ça rend le concept difficile. Google Maps, à une époque, c'était de l'intelligence artificielle. Ça fait longtemps, mais ça a déjà été considéré comme un problème assez complexe qu'on considérait c'est l'intelligence artificielle. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir de c'est quoi une intelligence artificielle, souvent la règle du pouce, quand vous voyez que votre ordinateur fait quelque chose de vraiment impressionnant, c'est potentiellement de l'intelligence artificielle, mais plus souvent qu'autrement, c'est du logiciel traditionnel en arrière. Quand c'est de l'information non structurée, ah ben là, des fois qu'on joue avec du texte, des images, de la vidéo, là, des fois, ça peut être des places où est-ce que ça peut intervenir l'intelligence artificielle, puis on va avoir des cas d'application un peu plus concrets pour vous aider à faire la différence entre ce qui est du logiciel normal, de l'informatique traditionnelle et ce qui est de l'intelligence artificielle. Puis c'est aussi ça, l'IA. Le robot tueur qui vient pour sauver l'humanité, ben la seule solution de sauver l'humanité, c'est de tuer tout le monde, là, finalement, là, cette espèce de logique-là un peu douteuse. Mais il y a quelque chose de très présent qu'on voit dans les films qui nous donne l'impression qu'on peut vraiment prendre l'humain et avoir une forme de truc qui fait tout comme l'humain pourrait faire. Mais ChatGPT, il ne sait pas conduire un auto. Il sait écrire des textes, il est vraiment bluffant dans ça, mais il ne peut pas conduire un auto, il ne peut pas aller acheter l'épicerie, il ne peut pas faire ce genre de choses-là physiques et de manipulation plus complexes. On pourrait demander à ChatGPT comment tu conduis puis comment tu ferais ça, mais de vraiment être capable de réagir et de conduire quelque chose qui est plus robotique, on est encore très, très loin d'être capable de faire ça. Tu as peut-être vu les chiens, là, Boston Dynamics, là, c'est comme des petits chiens jaunes, puis ils sautent, là, puis c'est vraiment impressionnant, ils sautent sous des bois, t'es comme, hey, c'est fou. C'est tout un humain là, qui pilote ça en arrière ou c'est des programmes. C'est pas un IA qui a pris, qui a fait, OK, je vais sauter cette boîte-là pour me rendre un objectif. Ils sont capables de gérer les manipulations mécaniques pour faire les sauts, mais ils sont pas capables de prendre nécessairement des décisions de c'est quoi que je veux faire dans mon environnement. On n'est pas encore là. Maintenant, on va y aller pour comprendre un peu c'est quoi un système d'IA d'un point de vue plus informatique. On va y aller avec un exemple. Mettons là, qu'on veut développer une nouvelle entreprise puis on veut faire la différence entre des photos de chats et photos de chiens. On veut discriminer qu'on appelle, on veut dire ceux-ci sont des chiens, ceux-ci sont des chats.
Moi, je l'ai montré ces images-là, là. Vous, un claquement de doigts, vous avez fait, il y a un chien, il y a un chat. Vous n'avez pas besoin de beaucoup plus réfléchir. Vous avez des règles que vous avez appris quand vous étiez enfant, d'être capable de discerner certains animaux ou des objets autour de vous. Puis vous avez appris ces formes de règles-là. Mais mettons qu'on essaierait d'écrire ces règles-là, faire de ce qu'on appelle un système expert. C'est-à-dire, on prend notre connaissance, on écrit ça quelque part dans un système informatique, puis à la fin, on est capable de dire, ça c'est un chien, ça c'est un chat. Donc, maintenant qu'on les prend, il y a le museau, la langue, les oreilles, les yeux, les pupilles, le pelage, la queue, les griffes, les pattes, les coussins, etc. C'est comme un ensemble de trucs qu'on pourrait être capable de faire. Peut-être qu'on arriverait à une cinquantaine, les moustaches, peu importe comment qu'on arriverait à faire ça. Mais il faut qu'on prenne notre connaissance, qui nous arrive à dire, voici comment je suis capable de faire la différence entre un chien et un chat, puis qu'on transpose ça dans un système informatique, comme dans un Google Doc, on écrit des règles, mettons, peu importe. Et là, à la fin, on prend notre système et on lui montre des nouvelles photos. Mettons qu'on a développé notre système juste avec ces deux photos-là, puis on lui dit, voici d'autres exemples. Ça, c'est un chat ou un toutou de chat? À quel point on va être précis, ça va avoir un impact sur notre système et la manière qu'on va être capable de faire la différence avec ça. Cet exemple-là ici, est-ce que le fait qu'il est sur le côté, on ne voit pas son nez, on ne voit pas ses pupilles, est-ce que nos règles vont être encore capables de bien dire que c'est un chien ou que ça pourrait dire que c'est un chat? Ici, le fait que l'image elle semble très synthétique, il est dos, on voit encore moins les caractéristiques nécessaires pour extraire ça, ben, il faut que nos règles qu'on a sur le dos, sur les oreilles soient vraiment très bonnes. Fait que la complexité de ce genre de truc-là, des systèmes experts, c'est ce qu'on appelle la généralisation. Partir d'un exemple qu'on a observé, puis de l'appliquer à d'autres exemples pour généraliser le problème, pour faire en sorte que notre système est viable avec d'autres exemples de photos qu'on n'a pas vus encore à présent, puis qu'on ne sait pas lesquelles formes des photos vont avoir dans le futur. Puis après ça, on se dit, mettons qu'on a réussi à faire ça comme il faut. Là, on veut les chevals, on veut les oiseaux. Là, on voit que la complexité devient extrêmement importante d'ajouter d'autres types d'animaux par la suite. Donc là, il y a un mot-clé ici intéressant. Quand c'est quelque chose, c'est un problème qui est complexe, mais qui n'est pas nécessairement difficile pour l'humain, faire une photo de chat, photo de chien, ça n'a pas été difficile, mais c'est complexe d'arriver à trouver les règles, c'est souvent un cas d'application pertinent pour l'intelligence artificielle. Ces systèmes-là sont bons pour travailler de la complexité. Lorsque c'est difficile, mais pas complexe, ben là, c'est probablement juste du logiciel traditionnel qui va être capable de répondre à la question. Un bon exemple de ça, un logiciel comptable. De faire de la tenue de livre, ce n'est pas nécessairement complexe, c'est difficile. D'appliquer, par contre, les règles de comptabilité, c'est complexe. Donc, on voit qu'il y a une frontière dans la même cas d'application entre du logiciel traditionnel et de l'intelligence artificielle. Disons qu'on voudrait extraire des factures, des informations de factures pour un logiciel comptable, c'est complexe. Sont où les éléments dans la phrase? C'est quoi qu'on va aller sortir? Donc, ça, c'est un cas d'application de l'IA. Mais après ça, mettre ça dans les bons GL, c'est du logiciel traditionnel. Maintenant, comment qu'on arrive à faire ça, une IA, finalement? Ça, c'est une des méthodes. 3 manières de développer un système d'intelligence artificielle. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approche supervisée. Supervisée, pourquoi? Parce que l'humain donne la bonne réponse qui est attendue au système. Ce qu'on appelle des étiquettes. Donc, on va avoir une série d'exemples. Nos étiquettes ici, c'est chien et chat. On va avoir plein de photos de chats. On va demander des humains, est-ce que c'est un chat ou un chien? Oui, non, etc. On va faire ça plein de fois. On va avoir une étiquette. La vérité, finalement. Donc, la partie supervisée que l'humain donne la réponse attendue. On prend ces exemples-là. Par la suite, on rentre ça dans notre matrice ici, qui est l'algorithme d'apprentissage. C'est la partie très informatique. Et le résultat de ça, c'est ça, en intelligence artificielle. Puis cette IA-là qui a appris à faire des photos de chat, photos de chien, elle ne sait pas conduire, elle ne sait pas écrire du texte, elle sait juste discriminer une photo d'un chat, une photo d'un chien. On pourrait demander de faire la même chose sans y avoir montré des chevals. Hey, quel animal que tu penses? Mais la réponse va être chat ou chien finalement. Donc, c'est pas l'information qu'on veut. Il y a d'autres méthodes d'apprentissage. C'est pas l'objectif de toutes les voir aujourd'hui, mais vous pouvez le faire non supervisé, puis vous pouvez le faire par apprentissage par renforcement. ChatGPT, la manière qu'on entraîne ces systèmes-là, c'est qu'on prend des phrases, on enlève des mots, puis on lui demande de remplir le mot dans le trou qui est fait. Fait qu'on connaît la vérité, voici la phrase, mais ce qu'il trouve à apprendre, c'est finalement des fill in the blank, une dictée trouée, puis on fait ça à très grande échelle. Donc, c'est un système supervisé. Mais maintenant, vous lui posez une question, c'est quoi la bonne réponse? Il peut y avoir beaucoup d'éléments de réponse à considérer. Il peut y avoir autant de manières d'écrire une phrase quasiment ou de répondre à une question que de mots dans l'univers ou de personnes. Donc, cette partie-là, on utilise une approche différente pour être capable de bien répondre aux questions. Mais d'écrire du texte, c'est une approche qu'on appelle supervisée. Ça va jusqu'à présent? J'ai perdu personne? Cool. On va justement parler un petit peu de l'IA générative parce que maintenant, on ne peut plus parler d'IA sans parler de ChatGPT. Là, 2-3 ans, c'était pas quelque chose qui existait dans le décor. Maintenant, c'est tellement dans notre quotidien pour beaucoup de gens que c'est de comprendre cette phase. Alors ici, on a notre IA qu'on a entraîné à
remplir des dictées trouées sur l'ensemble de l'Internet. C'est à peu près ça qui se passe finalement pour ça. Et on lui envoie finalement ce qu'on appelle une requête. Ça, c'est le mot en français pour prompt finalement, qui est à dire, voici des instructions, voici quelque chose que je voudrais que tu fasses, peu importe c'est quoi que vous avez mis là-dedans. Et à la fin, ça va vous générer un résultat. Ici, j'ai demandé finalement de me faire un petit profil Tinder. Ben, je me suis dit, allons-y, puis je vais lui donner finalement une thématique. Une thématique, c'est le style littéraire d'un auteur très connu en informatique qui s'appelle Martin Fowler. Et les mots-clés qui reviennent souvent, ben, il parle beaucoup des patrons de conception qu'on appelle les patterns. Donc, il parle de patterns de communication, il parle de communication fluide, puis il met un beau petit style littéraire. Vous pouvez faire ça avec Albert Camus, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi qui pourrait exister, qui est disponible sur le web. Vous pouvez demander d'écrire une chanson avec votre auteur préféré, puis il va vous écrire une chanson qui va sonner très thématique avec ça. Puis, ben, c'est très bon pour bluffer sur la capacité de générer du texte. Donc, ces systèmes-là sont capables, à partir d'une requête, mon prompt, de générer un résultat par la suite. Donc, c'est la partie générative, là, c'est ça qui est ici finalement. Les grandes capacités de ces systèmes-là, c'est de comprendre c'est quoi mon intention. Ici, je veux que tu m'écrives un profil Tinder avec une thématique et il essaie de me générer un résultat qui essaie de correspondre à cette intention-là. C'est cette capacité d'inférence de l'intention qui est vraiment la nouveauté de ce genre de système-là qui a permis d'approcher pour faire ça. Toujours encore correct? Parfait. Ça, c'est un prompt, effectivement. C'est un prompt. Du prompt engineering, on va voir un petit peu plus tard, c'est être capable de comment écrire un bon prompt pour arriver au bon résultat final par la suite, qui est une nouvelle compétence qui a commencé à se développer sur le marché. Vous avez des questions? Arrêtez-moi pas non plus. Arrêtez-moi, plutôt l'inverse. Arrêtez-moi plutôt. Bon, ma phrase n'était pas bonne, là. Un point super important à comprendre sur ces systèmes-là, dans tous les cas, tous les systèmes d'IA, ce ne sont pas des systèmes autodidactes. Les gens, des fois, vont dire, mais l'IA va apprendre par elle-même. Non. Il y a différentes manières de lui apprendre. Lorsque le système est déployé, il n'apprend plus. Donc, il apprend un moment X dans le temps, à partir d'observations, à partir de peu importe. Ensuite, on va, de manière informatique, on va le rendre disponible aux gens et c'est terminé l'apprentissage. ChatGPT vous donne l'impression qu'il apprend, mais c'est fait de manière informatique. Ce qu'on fait, c'est que les conversations que vous avez avec, lorsque vous lui posez une autre question, il se sert de l'historique de conversation pour personnaliser l'expérience. C'est vraiment purement du logiciel. Vous pouvez le configurer pour qu'il comprenne votre nom, votre mission, etc., des paramètres comme ça. Puis on vient injecter dans la requête ce genre d'informations-là. Vous faites juste pas le voir, mais vous fermez votre compte, vous ouvrez un autre, il n'y a aucune idée vous êtes qui. J'entends souvent des professeurs qui vont dire oui, mais moi, je demande à ChatGPT s'il a écrit ce devoir-là d'un de mes étudiants. Ce n'est pas une bonne utilisation de la technologie. Ne faites pas ça. Vous avez des amis profs ou des gens profs dans votre entourage qui font ça, dites-leur que c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que c'est un coin toss, pile ou face, il vous répond oui ou non. Parce que tout ce qu'il cherche à faire, c'est de répondre à votre question par le mot le plus probable, si tu oui ou sinon, il n'y a aucune idée qui a écrit ce texte-là. Donc, la détection de fraude dans des textes écrits par l'IA générative, il n'y aura pas beaucoup de solutions possibles. C'est très, 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 très difficile à le faire, puis il y a très peu de manières qu'on va pouvoir réussir à vraiment capturer ça. Les images, il y a des manières de pouvoir le faire, mais le texte, on est ailleurs dans les manières. Il y a des manières, mais très limitées en termes de capacité. Ça va jusqu'à présent? Parfait. Puis, ben, ces systèmes-là n'ont pas une représentation du monde qui est complète. Ça, ici, c'est Wiener Dog Race. Fait que finalement, il a pris des chiens. Il a fait, on va les faire comme si c'est une course à cheval. On va mettre des humains dessus et ça va être une course de petits chiens avec des humains disproportionnés dessus. Fait que la conception du monde, c'est une phrase qui est plausible. Donc, qui pourrait arriver, mais pour moi, les meilleures images que j'ai de ça, c'est comme si on demandait à un enfant de 4 ans de dessiner ça. C'est probablement des affaires de même qu'il dessinerait finalement. Fait qu'il y a certains concepts sonores, physiques, des proportions qui n'est pas bien encore acquises par ces systèmes-là. Il y a de l'amélioration qui est faite. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les humains vont faire ce qu'on appelle des attaques adversariales, vont écrire des genres de scénarios de même, faire comme ça n'a aucun sens que ça fait ça, publier ça sur les réseaux sociaux. Les chercheurs vont prendre ça puis vont trouver des manières de corriger ces problèmes-là par la suite. Un autre exemple plus récent, c'était des coupes de vin. Les gens lui demandaient fais-moi un dessin d'une coupe de vin pleine. Ben, il la faisait jamais jusqu'à pleine à rebord. Il la faisait toujours pleine dans le contexte de voici tant d'onces, qui est à peu près la proportion normale d'un coupe de vin. Tu n'es pas capable de la remplir jusqu'au bout de la coupe. Donc, il y a des concepts comme ça qui ne sont pas encore acquis pleinement. Ils ont le potentiel de pouvoir aller chercher ces éléments-là, mais c'est du défrichage de tous les cas d'application qui peuvent être faits par la suite, de cas vraiment funny comme ça. Puis il y en a vraiment plein de photos comme ça, si vous voulez vous amuser. Il y a des affaires vraiment plus space, un peu effrayants aussi, qui vont vous peut-être vous empêcher de dormir, là, mais tu sais, juste on voit que dans les images, il y a moyen de décerner encore, la qualité est meilleure, mais tu sais, on voit que les traits d'usage sont pas encore très bons, mais le texte, c'est un petit peu plus bluffant encore en termes de capacité. C'est de plus en plus meilleur. C'est pour à peu près quand même d'un an et demi, là, en termes de capacité qu'on voit.
Donc, ça s'est beaucoup amélioré depuis ce temps-là, mais il y a encore des phénomènes comme ça qui existent encore. On va faire un petit exemple. Je l'ai un petit peu vendu là, tantôt, malheureusement, là, en donnant mon explication là, de ce que vous pensez qu'un système comptable pourrait être un système d'IA. J'ai donné la réponse tantôt que non, sauf pour l'extraction d'informations non structurées, du texte, des images, des informations comme ça. Un autre à l'opposé, un système de diagnostic médical. Là, on n'embarque pas que c'est pas le système qui va faire un diagnostic, mais un système d'assistance au diagnostic médical, juste pour être précis ici. Là. Est-ce que vous pensez qu'un IA serait un bon cas d'application? Toi, tu dis oui? Je voudrais penser que oui. D'autres gens? Oui? Oui? Pourquoi maintenant? C'est pas nécessairement une bonne raison pour ça. Parce que, mettons, un système comptable, on pourrait dire, oh, il y a plein de données accumulées de comptabilité, ça pourrait être un bon cas d'application. Ça l'aide à réaliser la technologie, mais ce n'est pas nécessairement une justification de faire la technologie. Exactement. Exactement. Parce que finalement, dans l'image, tu vas extraire des informations qui sont non structurées. C'est-à-dire peut-être, mettons, une cellule cancéreuse ou une masse cancéreuse plutôt. Ben oui, tu as des données pour l'entraîner, c'est bien, ça te prend ça pour pouvoir ça faire l'IA. Mais le fait que finalement, tu passes une caméra, puis il y a beaucoup d'informations à traiter rapidement, puis que c'est difficile de savoir c'est quoi vraiment une masse cancéreuse avec quelques exemples et tout ça, ça rend le système intéressant. Les données vont juste être la clé du succès. Si tu as juste des données, ben ça ne fonctionnera pas. C'est plus la clé du succès pour ça. Pardon? Le fax. Ben, le fax, mettons, en santé, le problème du fax, ben, en fait, le problème du fax, c'est un autre sujet. En fait, c'est plus la complexité de comment transférer l'information de manière confidentielle en différentes parties prenantes, là, qui est la complexité. Mais le fax, en tant que tel, on pourrait utiliser quand même la donnée dans le CAPAS, là, mais oui. Juste pour moi, je me fais des réponses, mais oui, effectivement. Nécessairement, des systèmes comme ça, si tout est papier, ça marche pas. Là. Si on dit, ah oui, on aimerait ça avoir du papier pour voir comment on parle, ben l'IA a besoin de quelque chose de numérique. Bien sûr, on peut scanner, mettons, le fax pour pouvoir après ça l'utiliser, mais il faut extraire l'information du scan. Donc là, oui, peut-être, il y a plein de systèmes déjà déployés pour ce genre de truc-là, d'extraire des caractères finalement manuscrits ou faits écrits par un ordinateur, qui après ça vont permettre de pouvoir utiliser cette information-là pour un système informatisé par la suite. Genre des factures, il y a plein, c'est un très bon exemple de ça. On va embarquer justement dans des cas d'application. Oui, bien sûr. Les données qui ont été programmées par les gens qui ont. Oui, oui. L'exploitation, finalement, oui, oui. Il y a beaucoup de facettes à cette réponse-là. Souvent, la manière, je vais remonter un petit peu plus, ça va être plus facile de donner mon explication, là. D'arriver à dire c'est un chat ou un chien sur une photo, là, pour développer un système comme ça, mettons, on voudrait développer ça, là, typiquement, on va avoir besoin de peut-être à peu près, mettons, un genre, avec la technologie actuelle, mettons, un genre de 3000 photos de chat, 3000 photos de chien. Mettons, on va donner un chiffre comme ça. Faire ça 6000 fois, là, pas super le fun, mettons. Puis on n'a pas envie de payer cher pour faire ce genre de choses-là. Donc, oui, on va avoir des solutions comme SageMaker qui va permettre de pouvoir donner une tâche et il y a des gens qui vont être payés à la scène pour la photo qu'ils vont noter, puis ils vont faire ça de leur temps plein finalement pour aller faire ça. Fait que oui, il y a un système qui a été mis en place pour développer ce type de système-là supervisé qui fait effectivement qu'on pourrait des fois s'apparenter à l'exploitation de tout ça. Quand on a entraîné ChatGPT à prédire, j'avais-tu une image? Non, je l'ai pas. Prédire le mot le plus probable pour être capable de dire oui, cette information-là est bonne. On a demandé à des humains de poser des questions, prendre la réponse, puis d'évaluer si la réponse répondait à la question qui était posée. On a fait un système de push up, down, puis on a permis d'améliorer la capacité de répondre à des questions de systèmes comme ça. Puis ça a été fait effectivement par des gens dans des pays en moins développés finalement pour réduire les coûts de développement par la suite. Donc oui, il y a ce phénomène-là qui est présent, mais c'est pas obligatoire pour arriver au résultat, c'est juste une question de coût qui ont justifié ces arguments-là d'aller vers ça. Nous, par exemple, quand on fait des projets d'annotation, on paye à l'heure, puis on leur donne un salaire qui est basé sur le Québec. C'est des gens qu'on fait travailler ici, par exemple. Ben, on essaie de donner un salaire compétitif, mais nécessairement, la facture est plus élevée. Donc, des fois, on a moins de données, fait qu'il faut trouver d'autres mécanismes. Bref, ça a une complexité qui est différente, mais c'est effectivement des éléments, des enjeux de développement de ce genre de solution-là quand on est dans le supervisé des approches comme ça. Ça fait plaisir. Cas d'application. Bon, là, il y aura comme différentes catégories des cas d'application qui sont plus des technologies qui existent déjà, comment on pourrait les utiliser au sein d'une organisation directement, puis des systèmes numériques que vous connaissez déjà, qui sont les copilotes de ce monde.
Copilot, ChatGPT, tout ça. Il y a deux types d'offres. Il y a l'offre, ChatGPT, l'offre, en fait, ChatGPT, c'est un logiciel qui est derrière, ça s'appelle un modèle de langue, un grand modèle de langue qui est GPT 4, 5, 3.5, etc. Ce sont finalement la technologie d'IA derrière. Et ChatGPT, c'est juste le logiciel, l'interface visuelle que vous voyez. L'offre de ChatGPT, finalement, ce qu'elle cherche à répondre, c'est vous aider à faire des tâches de création, de travail de l'information. Principalement, Copilot, c'est la même chose, mais dans l'environnement Microsoft. Puis Gemini, c'est la même chose, mais dans l'environnement Google. En arrière, les modèles de langue qui sont derrière sont un petit peu différents, mais la tâche qui est visée est absolument la même chose. Non, GPT-4 est en arrière d'Apple. C'est le LLM qui est en arrière, qui est finalement différent. ChatGPT, c'est vraiment le site web. C'est purement le site web, puis les interactions, puis la manière qu'ils vont parler avec ce LLM-là, puis ces trucs. LLM, c'est en anglais, le Large Language Model. C'est la manière qu'ils vont parler avec ça, puis certaines fonctionnalités. Fait que Copilot, c'est GPT qui est en arrière. C'est tout à peu près les mêmes solutions qui sont prises actuellement, là, ouais. C'est juste la manière qu'ils vont intégrer. Par exemple, GPT est souvent plus créatif, on va dire, dans la manière d'écrire. Donc, on le contrôle moins, on le restreint moins dans ses capacités de générer des réponses. Copilot, c'est une suite plus entreprise, surtout la suite entreprise. Et là, on va un petit peu plus le rendre vanille, que j'appelle, c'est dire, on veut que tu sois créé, mais si t'es pas certain, fais juste pas répondre de quoi. Alors que GPT, c'est free for all. Donc, cette suite-là entreprise vient diminuer les capacités de génération, mais elle vient sécuriser l'organisation de ne pas générer des mauvaises réponses. Fait que c'est une manière de contrôler. Tu sais, c'est vraiment un balancier entre je veux avoir des bonnes réponses, mais je veux contrôler quand même au niveau de mon organisation qu'est-ce qui se passe. Il y a d'autres manières de pouvoir faire ça aussi qui vont se rajouter autour. Fait que la suite entreprise de Copilot, c'est de gérer la facturation, gérer les. Là, c'est vraiment un besoin entreprise de juste je déploie des licences, je les rends disponibles à tel site de persona, ils ont accès à telle d'informations. C'est là la grosse différence. Fait que tout ce qu'on peut voir ici, c'est basé sur Copilot. C'est mettons, vous avez Copilot, vous voulez demander de faire un résumé directement dans votre boîte courriel Outlook. Il y a un petit bouton que vous avez en haut qui fait Summarize. Ben, c'est de l'intégration. Donc, à quel point ça vit dans vos logiciels informatiques pour cliquer sur un bouton pour faire une action. On voudrait faire la même chose avec Copilot. On peut juste copier-coller nos courriels, l'envoyer à Copilot, on va avoir le même résultat. C'est vraiment juste de pouvoir cliquer ici pour faire ça. Là, c'est des exemples de fonctionnalités qui sont proposés par des outils comme ça d'assistance numérique. Bon, faire un résumé, là, dans cet exemple-ci, c'est directement un de leur page. Quand vous avez un résumé d'un courriel, c'est tel que tel en termes d'avantages. Les cas que j'entends beaucoup, c'est quand vous partez en vacances, puis vous revenez, puis vous avez 50 courriels ou 500 courriels, ou peu importe le chiffre, puis vous demandez lesquels que je devrais prioriser. Dans ce thread-là, qu'est-ce qui est prioritaire et c'est quoi les actions que je devrais prendre le plus rapidement possible pour être capable d'avancer mes dossiers? Ça devient un bon outil de priorisation. Vous avez ici des petits chiffres, finalement, ça fait référence dans la liste de courriels, lequel courriel a parlé de ce sujet-là ou emmené cette information-là dans tout ça. Fait que c'est vraiment de pouvoir citer ses sources et ses références. Fait que c'est surtout les cas d'application que j'entends, c'est vraiment faire un résumé de courriel de 2-3, à moins qu'il soit vraiment long, le gain de temps n'est pas énorme. Là, on s'entend, on révolutionne pas le monde, mais de pouvoir gérer ses priorités, de pouvoir vraiment structurer ses éléments, là, ça devient un petit peu plus intéressant comme outil pour faire ça. Ça permet de compléter des phrases, des trucs comme ça, là, mais encore une fois, faire un tab pour sauver 2 mots, là, on révolutionne pas le monde encore avec ça. Mais ça, c'est un cas d'application, mais bon, si vous partez en vacances 2-3 fois par année, c'est pas non plus extraordinaire en termes de gain de temps, mais ça peut être au jour de vacances, une journée fériée, exactement, de vraiment gérer les priorités au niveau de ça. Vous pouvez créer des résumés, s'intégrer aussi dans PowerPoint, des environnements comme ça. En passant, Copilot fait la même chose aussi. Vous pouvez demander de créer du contenu. Fais-moi un PowerPoint, fais-moi un fichier Excel. Des fois, là, c'est assez mauvais. Là. C'est un PowerPoint blanc avec 4-5 bullet points. T'es comme thank you, là, c'est pas révolutionnaire. Les fichiers Excel, c'est quand même cool. Mettons, nous autres, on avait un fichier Excel qu'on voulait s'inspirer pour monter un budget, mais l'élément qu'on n'aimait pas, fait que j'ai demandé de faire des modifications à travers ça. Il m'a fait des modifications, puis ça a donné le résultat que je voulais. Ça a pris quand même 4 prompts pour réussir à faire ce que je voulais adéquatement, mais ça a été quand même plus long faire mes prompts que juste le faire moi-même, mais je voulais être capable, c'est une question de développer les compétences pour que les prochaines fois, idéalement, ce soit moins long. Faire des PowerPoints, dans la suite Copilot, vous pouvez lui demander d'utiliser des templates. Genre, je veux que ce soit basé sur tel genre de template, faire des choses comme ça. Moi, pas tout le temps fan là, de les résultats que ça donne. Il y a des gens qui aiment plus ça. Ça va vraiment dépendre de la manière que vous écrivez ou certains éléments ou que vous voulez présenter. Fait que ça peut être un bon cas. Les cas que moi, j'ai vraiment trouvé plus intéressants, c'est de dire, disons, je fais une offre de service.
c'est un long PDF, puis je voudrais le transposer dans un PowerPoint, puis pas avoir besoin de le faire. Ah, là, ça peut être bien pour sortir les points de forme, rentrer ça dans un template par la suite, puis finalement, d'être capable d'avoir une présentation longue de votre offre de service, une présentation à faire à votre client dans un PowerPoint. Fait que des éléments comme ça qui peuvent être pertinents de créer des artefacts, finalement, à partir d'une source d'information pour le transposer dans d'autres formes par la suite. Copilot offre ça, mais ChatGPT aussi, puis Gemini, puis des autres solutions comme ça. Truc quand même de plus en plus intéressant aussi, c'est que directement dans la suite finalement doc, vous pouvez sélectionner du texte, demander de reformuler, de proposer des manières de faire des résumés, faire différentes opérations à partir d'un document directement dans le document. Fait que vous travaillez à la même place que vous le faites. GPT a aussi rajouté maintenant Canva qui peut faire l'édition en temps réel du texte qui est proposé, puis de faire reformuler des bouts, des trucs comme ça. Donc, c'est assez de plus en plus intégré. Ça fait quand même une très bonne job. Les résumés, souvent très bons. Vous avez un long document de 20 pages. Vous voulez un résumé, c'est quoi les points principaux, des éléments comme ça. Reformuler des sections, les rendre plus actifs, plus dynamiques, aller chercher un style, etc. Très bon outil pour faire ce genre de choses-là. Vous avez souvent plusieurs suggestions, puis ça vous permet de directement pas faire le CTRL-C, pas le CTRL-V, puis directement le copier là. Ça peut être très pertinent pour ça. Oui? Oui, mes exemples sont en anglais, malheureusement, mais oui, ça fonctionne très bien aussi en français. Mais de mémoire, actuellement, je pense, je me rappelle bien que Microsoft, c'est français de France, qui est pas, il y a quand même des nuances avec le français de Québec ou de français d'autres places. Fait qu'il peut y avoir des nuances dans la verbosité. Je vais vous montrer d'ailleurs un truc pour pouvoir gérer un petit peu ces éléments-là pour qu'ils soient moins verbeux. Fait qu'il y a des petits trucs, mais de plus en plus, justement, l'ensemble de la suite des langues qui sont offertes et supportées vont être améliorées. Récemment, il y a, je m'applique l'organisme que justement proposé le québécois, là, de pouvoir faire la traduction en québécois vraiment, puis ça fait un petit peu joual ou du franglais, finalement, des éléments comme ça. Donc, de plus en plus, ils vont chercher même les aspects un petit peu plus locaux de la langue à travers ça. C'était quand même assez bluffant là, au niveau de la voix, là. Oui. Ouais. Oh, ouais. Tu peux prendre juste Copilot, tu lui parler par voix, je veux dire, à ChatGPT, tu lui parles, tu dis, OK, j'aimerais ça que tu agisses comme traducteur. Il y a une couple de vidéos que le monde qui le débranle, mettons, la personne parle en italien, moi je parle en français, je veux qu'à chaque fois que tu entends l'italien, tu me le traduises en français, à chaque fois que tu entends le français, tu traduis en italien. Et donc, à partir de là, il dit, oui, c'est bon, je vais agir comme traducteur, puis tu y parles, tu vas te parler dans une autre langue. Directement. Là, après ça, est-ce que la langue, qu'est-ce qu'il dit est vraiment bon? Je parle pas italien, je parle pas les autres langues de l'autre bord, mais Google Translate le fait aussi déjà, puis utilise une technologie similaire, mais des fois, la structure de phrase était plus aussi bien maintenue. Tu sais, mettons, tu fais une technique qu'on appelle, c'est tu fais du back translation. Donc, tu vas le traduire, tu le ramènes dans la langue initiale, puis là, toi, tu le regardes, t'es comme, ouais, c'est pas ça pantoute que je veux dire. Fait que, il y a encore un petit peu de limitation à ce point-là, mais Copilot, pas Copilot, ChatGPT, j'ai vu beaucoup de gens qui l'utilisent pour faire ce genre de fonctionnalité-là. En voyage, mettons. Je veux commander quelque chose, je ne prends pas le menu, des trucs comme ça. Ou même, tu prends une photo d'un menu, tu dis, c'est quoi que ce menu-là, il est écrit, tu sais, c'est pas ma langue, je comprends rien. Ça démontre que ça a la capacité de faire ce genre de choses-là. Exactement. Ça marche vraiment bien. Ça fait un bon travail, mais il commence à avoir des offres pour vrai qui commencent à faire ça. Il y a un petit truc qui s'appelle le Rabbit qui fait un petit peu des trucs comme ça actuellement. Mais on n'est pas encore là pour tout ça. Nettoyage de données, travail avec Excel, vraiment très cool aussi. Là, mettons que vous avez un tableau de données, vous êtes comme hey, j'ai-tu des lignes où est-ce que j'ai manqué d'informations? Il va déjà vous highlighter des éléments. Là, vous allez avoir comme un petit icône en coup qui va dire hey, voici des commentaires que juste tes données. Ah, ici, je sais pas, c'est une date de naissance, mais tu n'as pas mis le mois ou tu n'as pas mis telle information. C'est plus rapidement aller chercher dans un tableau de données. Y a-tu quelque chose qui me manque? Il peut, après ça, bien sûr, faire des tableaux croisés dynamiques, vous lui demander des requêtes de faire tel élément, je vais présenter ça en X, ça en Y, etc. Tel genre de couleur, tout ça. C'est un bon compagnon pour faire du processing de données. C'est sûr qu'après ça, si vous dites, OK, mais c'est quoi, sortir des insights de ça? Si vous n'avez pas vraiment vu les données, il faut faire beaucoup confiance à la technologie. Des fois, ça peut être bon, mais des fois, il peut vous inventer n'importe quoi aussi. Fait que c'est à prendre avec parcimonie. Meilleur exemple que j'ai pour tout ce qu'on a vu actuellement, c'est comme un stagiaire. Stagiaire, il va venir, il va vous aider à faire des choses, il faut y expliquer souvent, il faut y répéter, il faut faire un contrôle qualité. Si vous appliquez ces règles-là avec ce genre de technologie-là, ça va bien aller. Parce que vous allez être certain de pouvoir faire de qu'est-ce qui va être produit de bon. Mais si vous demandez de faire finalement un résumé d'un article, vous êtes prêt à relire l'article, vous n'avez pas vraiment un gain de temps. Mais peut-être que de lire 10 articles, c'est pas crucial à vos opérations de dire tu manques tel élément, c'est pas la fin du monde.
ça va être une bonne manière de peut-être juste sortir de l'information pour savoir c'est quoi les actions qui sont importantes par la suite. Mais il faut faire confiance aussi à la technologie. C'est ça l'aspect qu'il faut que vous soyez à l'aise. Si vous ne faites pas confiance, ça ne va rien vous donner. Puis c'est correct comme ça. Des petits exemples de démo là, de manière que nous, mettons, on peut l'utiliser. Là. Vous voulez monter un plan de présentation, là, finalement, là, j'ai fait ça finalement, un exemple où est-ce que je dis je vais monter une présentation sur l'IA générative en assurance, puis parce que je suis actuaire, ben, ça me parlait des modèles, ça me parlait de différentes affaires. C'était très technique, là. J'aurais dû donner l'instruction d'être moins technique, là, parce que ici, finalement, il parle beaucoup des modèles, des structures, là, que ça vaudrait pas la peine de parler d'à peu près tout ce qui est en parenthèse ici. Fait que c'est un bon outil pour faire du brainstorm, de pouvoir partir, de dire ben, j'aimerais ça parler de ça serait quoi les bons clés? Hey, voici les limitations que j'ai pensé, j'ai-tu oublié quelque chose? Il est très bon pour ça. Souvent, mettons, je vais dans un nouveau domaine que je connais pas les éléments. Hey, c'est quoi les pain points de ce type de client-là? C'est quoi les pain points du domaine? C'est quoi etc. Il va me sortir des points. Ça se peut qu'il y ait des affaires que j'ai pas la capacité de dire si c'est bon ou non, mais je suis comme, c'est raisonnable. J'aurais pas pensé à ça. Parfait. Je peux l'ajouter dans mes éléments par la suite. Ici, dans l'exemple que je voulais faire, c'est finalement essayer de brainstormer à créer un nouveau produit. Donc, pouvoir agir avec moi, de dire, je veux créer une nouvelle offre de service. Là, dans ce cas-ci, c'est une assurance pour les véhicules électriques. Pour voir dans le domaine de l'assurance, est-ce qu'il faudrait qu'on développe un nouveau produit pour ce genre de choses-là? Les risques d'incendie, surcharge électrique, etc., tout ça. Puis là, ben, il me parlait de différents éléments. Puis j'ai interagi avec, finalement, pour faire ressortir ce genre de truc-là, pour peut-être monter une offre de service à la fin à ce genre de client-là pour faire quelque chose de spécial avec ça. Puis là, ben, je demandais une description du produit, un maximum de phrases, que je devrais présenter, mettons, à l'autorité des marchés financiers. Je précisais c'était qui, les régulateurs, que je suis au Québec, puis je veux faire approuver ce produit-là, finalement, auprès de l'AMF, qui est le régulateur au niveau de l'assurance. Puis là, ben, monter un beau petit paragraphe. Puis après ça, ben, je pourrais peut-être faire comme, non, je trouve que c'est pas si bon, plus court, plus c'est plus ça. Puis là, j'interagis finalement pour pouvoir arriver avec quelque chose qui est bien. Puis, ben, l'idée, c'est de montrer que, en peut-être une quarantaine de communications avec ça, je peux arriver à avoir un petit, un offre de service ou peu importe comment que vous l'appelez, les étapes que vous avez besoin à la fin, puis d'aller voir mon marché, dire ça t'intéresse-tu, oui, non. Nous, on a fait beaucoup de produits avec des partenaires qu'on a développés comme ça, qu'on faisait un prototype, qu'on avait une image, tout était fait par l'IA générative. On allait voir les clients, ça vous intéresse-tu? Ça ferait tel genre de fonctionnalité? Êtes-vous prêt à payer par ça? Non? Et voilà, on a perdu 2 heures. C'est tout. Fait que finalement, on est capable de faire du prototypage pour capturer le marché, pour voir c'est quoi ces signaux, pour après ça, voir si on est d'avant avec du développement informatique ou d'autres étapes par la suite. Oui? Oui. Puis là, dans les étapes à faire pour ça, il faut y aller étape par étape. C'est sûr que si vous donnez beaucoup d'informations, des témoins d'état de marché, là, ça ne fera pas très bon. Mais si tu dis, OK, regarde, je suis dans telle situation, tel contexte, j'aimerais ça que tu me parles du FFOM. C'est quoi les, etc. Puis là, de tout monter ces différents enjeux. Exactement. Il faut vraiment le séparer en petites étapes, puis de faire chaque étape, puis de c'est quoi les informations pertinentes qu'il y aurait besoin pour ça. Donc, voici 10 rapports de marché sur le marché qui m'intéresse. C'est quoi mes types de clients? C'est quoi le type de persona? Hey, cette persona, est-ce que tu de vraiment jouer comme un stagiaire qui fait votre legwork, d'aller chercher l'information, de travailler avec, c'est un très bon outil pour faire ce genre de choses-là. Je vous dis, tu sais, dépasser 5 pages, mettons, d'informations, je recommence ma phrase. Si, mettons, vous êtes rendu à une quarantaine, 50 de messages, ça supporte encore très bien. Mais si vous dites, voici un document que je veux que tu m'écrives 20 pages de réponse à ça, là, tu vas le perdre. Si tu demandes d'écrire, mettons, une page, 2, 3, 4, 5, il va être encore très bon dans le fil conducteur. Puis à chaque nouveau modèle, il allonge la capacité d'avoir du contexte finalement. Maintenant, ils sont rendus dans les centaines de millions là, de mots, etc., des trucs comme ça. Fait que c'est quand même assez bon, mais c'est pas un mot, là, c'est la manière qui se passe, c'est pas un mot. Les autres, c'est finalement mettons transport, là, c'est 3. De mémoire, là, à peu près des genres de mots comme ça. Du, ça va être 1, mais du avec l'espace, ça va être un autre. Fait que, bref, c'est pas juste mot par mot, mais en règle du pouce, là, c'est à peu près 40%. Si, mettons, vous avez 1000 mots, là, je vais recommencer ma phrase. Pour 1000 tokens qu'on appelle, c'est à peu près 600 mots. Give or take. Ouais. Pour ce type de client-là. Et voici un rapport qui parle de ce genre de choses-là, puis sans moi l'essentiel pour faire, mettons, c'est quoi les pain points de ces clients-là. Exactement. C'est quoi, peut-être, tu sais, on avait fait un exemple, mettons, où est-ce qu'on voulait partir, on voulait faire un plan d'affaires pour partir des milkshakes de chat avec des thématiques de chat. Ben, tu sais, c'était l'idée, c'est de faire quelque chose de ludique, là, puis que ça ne joue pas leur prix. Puis on peut même aller faire, il y a des plugins que tu peux faire aussi, il y avait un schéma de concept.
Fait que là, mettons, on peut partir, dire, ben, voici mon concept initial, puis ça faisait tout un schéma de concept avec les produits, comment ça s'alignait. Puis là, on dit, OK, ben, voici genre le marché, je vais m'implanter à telle place. Voici un rapport de Statistique Canada sur la population qui est là. Est-ce que mes personas sont là? Poser ce genre de questions-là. Après ça, bien sûr, tu fais un contrôle de qualité, tu retravailles des éléments. Mais grosso modo, il me semble, en 1 heure et demie, on avait réussi à faire un plan d'affaires qui tenait la route. Là, après ça, on pouvait challenger des éléments. On était comme, ouais, ça, c'était peut-être pas assez robuste. Mais l'idée d'exercice, de juste de voir quelqu'un qui a jamais fait un plan d'affaires, peux-tu se rendre du point A au point Z à la fin, à avoir quelque chose qui est pas pire? C'est un bon début. Après ça, c'est l'expérience humaine qui venait dire comme, ouais, non, ça, il y a un petit blindside ici qui est à retravailler. Mais de comme partir un premier jet, ça fait un bon début. Nous autres, on fait souvent ça comme, on aimerait ça développer tel produit avec tel genre de client. On part avec ça, on fait c'est quoi le plus d'informations qu'on peut faire? On va voir notre marché, on vient, puis on consomme comme ça sans investir beaucoup d'argent, finalement, autre que du temps, puis du payroll, là, mais c'est pas mal à peu près tout ça. Ça fait plaisir. D'autres questions? C'est une très bonne question. En fait, ces systèmes-là sont assez, pour eux autres, c'est assez agnostique, mettons, la langue, parce que traiter de l'information, c'est souvent l'information que tu vas rajouter, puis souvent, maintenant, ils vont chercher sur le web. La manière qu'on entraîne ça, comme je dis, on enlève des mots, puis on demande de remplir le mot à travers ça. Donc, il y a ce qu'on appelle, c'est des relations sémantiques entre les mots. Puis, il y a une idée derrière, pourquoi qu'on est arrivé à faire ça, là, finalement. Là, ça fait une dizaine d'années à peu près qu'on a une idée. Puis, une personne qui a dit, en fait, une co-occurrence des mots. Le chat boit du, c'est probablement plus lait, eau que whisky. Donc, il y a une forme de corrélation entre les mots qui existent. Et il y a une relation pour nous qui est pas mathématique, mais logique entre les mots. Je prends le mot roi, j'enlève le concept homme, je rajoute femme, j'arrive à reine. Donc, une espèce de relation mathématique dans cette séquence-là. Ça n'existe pas pour tous les mots, mais il y avait cette idée derrière, puis c'est ça que ces systèmes-là trouvent à exploiter, ce qu'on appelle les relations sémantiques entre les mots. Donc, chat, dans notre langue, ben, il existe le même concept dans d'autres langues. Donc, c'est assez agnostique de la langue. Il y a après ça la manière d'écrire les phrases qui est différente. Donc, c'est plus ces aspects-là qui peuvent arriver. Mais de décrire des bonnes phrases convaincantes qu'en français ou en anglais, ces systèmes-là n'ont pas de la difficulté. Maintenant, de comprendre les instructions, ça n'a pas démontré qu'il y avait des plus meilleures performances en français, en chinois, peu importe n'importe quelle langue. C'est plus dans les sources d'informations que tu peux aller chercher sur Internet pour améliorer la qualité de ta réponse, qui est finalement ton contexte, qui là, effectivement, aura une différence. Mais en tant que tel, il n'y a pas rien qui démontre qu'il y a des meilleures capacités. Ça faisait déjà un moment qu'on avait observé ces phénomènes-là de relations sémantiques qui sont parallèles aussi entre les différentes langues. Donc, ils sont capables de le faire. C'est une bonne question. Probablement que, parce qu'en fait, de toute façon, ces systèmes-là sont capables de traduire. Fait que probablement qu'il va prendre la documentation en anglais, il va juste le traduire puis il va être capable de répondre à ta question. Donc, ce ne sera pas un enjeu en tant que tel. Avec des relations, des concepts. Puis là, le point aussi, c'est qu'il faut faire attention de poser des éléments factuels. Si tu poses, explique-moi la relativité, il va probablement te recracher un texte qui a déjà été expliqué à quelque part, basically, avec quelques petits mots modifiés. Est-ce que c'est vrai que la gravité est A, B, C, peu importe une question? C'est pas de bon genre d'outil pour faire ça. Souvent, ce qu'ils ont commencé à déployer, c'est qu'ils vont chercher une source d'information véridique, Wikipédia, un article de journal, un livre de référence, pour s'assurer que la réponse est groundée dans la réalité. Parce qu'il y avait des cas où est-ce qu'on peut m'entendre demander, puis là, il peut dire, mettons, Donald Trump a sorti avec Marilyn Monroe. Ce qui est factuellement pas vrai, mais pour ce système-là, c'est une phrase qui est probable. Fait qu'il pourrait écrire ça. Mais ça ne sera pas faut pas que tu t'en serves d'une base de données factuelle. Mais de rechercher des informations, puis de dire, regarde, j'ai un article, est-ce que c'est vrai que dans cet article-là, il affirme ça? Là, oui, c'est bon, ça fonctionne. Ça va être un bon cas d'application, mais juste, explique-moi quelque chose sur le web. Les nouvelles fonctionnalités qu'ils ajoutent vont pouvoir permettre de faire ça, mais à la base, ce n'est pas un élément factuel. Pas fait pour faire des éléments factuels plutôt. Ça va? Cool. Ouais. Ouais. C'est un peu tout ça, parce que, ce que j'entends, c'est que l'algorithme qui apprend les règles de logique sous-jacentes. Ouais, mais ça ne fait pas encore des maths. C'est pas capable. Autant que ça comprend que 2 plus 2 peut donner un résultat, il ne va pas nécessairement en 4. Fait que pour les maths, là, la dernière version 1.0 est plus capable de le faire, ce que tu voudrais faire, mettons, avec ce genre de cas d'application-là. Mais il y a encore du travail à vraiment être capable d'arriver pour faire tout ça.
Parce que finalement, quand ils arrivent à prédire ça, il n'y a pas encore, ça n'a pas été démontré que ça capturait encore les relations, plus, mettons, déterministes, mettons, des mathématiques, les règles de la physique, les trucs comme ça. C'est pas, ça peut expliquer l'idée derrière puis être verbeux autour de ça, mais c'est pas nécessairement capable de l'appliquer. Fait que si, mettons, tu dirais, voici une question de mathématiques, voici une intégrale, résume-moi l'intégrale. Non, ça marche pas encore. C'est pas encore capable de faire ça. Ça peut t'aider à peut-être dire, ah, ben, regarde ici, mettons, il y a la règle des logarithmiques ou telle affaire qui pourrait être sortie puis te faire pointer vers des références. Ça a démontré que ça peut faire des trucs comme ça, mais ce n'est pas encore prouvé que ça peut être bon pour résoudre ça, ce genre de cas d'application-là, mettons. Mais ça pourrait aider de comme, j'ai tel problème de physique, c'est quoi la méthode que je devrais appliquer? Tu sais, comment je résous mon problème mathématique? Il y a une méthodologie. En physique, c'est la même chose. Ben, y a-t-il des éléments qui pourraient m'aider? Voici tel genre de document de référence qui parle de ce sujet-là qui pourrait m'aider à comprendre c'est quoi le système d'équation que je dois essayer de résoudre. Ça pourrait aider à aller chercher cette connaissance-là pour améliorer, comme un professeur ferait, de pas juste donner la réponse, finalement, de pointer vers les éléments de référence, puis après ça, de résoudre, peut-être de guider l'outil avec d'autres outils comme Wolfram Alpha, mettons, qui est très bon pour faire ce genre de choses-là. Fait qu'il y a peut-être un mix en différents systèmes pour accompagner l'étudiant, mettons, dans comment résoudre son problème qui fait face de mathématiques, de physique ou de chimie ou peu importe par la suite. Mais de proprement répondre à la question, ça n'a pas démontré que ça peut pleinement le faire avec une bonne certitude. Parce que, tu sais, mettons, il y a un moment donné, les gens, ils essaient de poser, compter les lettres, les occurrences d'une lettre dans une phrase, dans un mot comme strawberry, puis ça disait toujours 2, alors qu'il y en a 3. Puis là, si tu dis, ouais, mais il y a combien de R dans berry? Il va dire 2, dans straw 1, mais dans ce cas, dans strawberry, quand il y en a, 2 encore. Cette logique-là n'est pas capturée encore. Fait que c'est la faiblesse des systèmes encore actuellement. Mais c'est un gros plan de recherche actuellement qui essaie de régler. C'est la prochaine étape qui essaie d'aller chercher ça. Oui, il y a beaucoup de solutions maintenant qui commencent à apparaître, des trucs comme Fireflies, c'est un exemple, là, mais il y en a d'autres qui commencent à apparaître. Il y a même une nouvelle québécoise aussi qui a commencé à apparaître aussi, qui est finalement qui est de dire, j'ai comme quelqu'un qui est à côté de moi dans ma rencontre, qui se connecte, qui va faire un verbatim de ma rencontre, puis après ça, il va me créer des artefacts de la rencontre. Comme c'est quoi mes action items, c'est quoi le résumé de la rencontre, c'est quoi les chapitres, à quel moment j'ai parlé de tel sujet, puis qu'est-ce qu'on a discuté, etc. Puis par la suite, ça fait des outils qui peuvent être utilisés pour faire n'importe quelle autre tâche, comme mettre dans un planner, c'est comme mes action items suite à une rencontre client, ou etc., des choses comme ça. Les résumés sont souvent corrects, mais c'est pas toujours extraordinaire. Des fois, il y a des trucs à retravailler. Le verbatim, oups. C'est mon agenda qui me rappelle que j'ai quelque chose d'autre après ça plus tard aujourd'hui. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'éléments qui vont être faits. Ce qu'on voit de plus en plus apparaître, c'est comme une solution qui est très dédiée à juste tout le monde. Vous avez des solutions qui ont commencé à apparaître, qui sont spécialisées. Mettons, il y a Curway, qui est une solution québécoise qui est faite pour les praticiens en santé, que c'est un petit appareil, il va mesurer tout, il va faire des notes, puis il est très spécialisé pour un domaine spécifique. Souvent, l'imitation, quand vous avez beaucoup de termes techniques, il va pas tout capturer les termes techniques adéquatement. La protection des données peut être en enjeu pour certains secteurs. Fait que de plus en plus, il y a des pans de ces solutions-là qui vont se déployer dans des niches vraiment plus qui ont des enjeux que ça n'est pas capable de répondre. Mais ça fait une très bonne job de juste commencer. Moi, personnellement, je l'utilise pour mes rencontres clients. Je lui demande de générer mes verbatims, puis après ça, j'ai un GPT que j'ai développé qui me permet de générer mes artefacts que je dois faire pour mon processus de vente, pour après ça, juste les générer plus facilement. Fait que je sauve une couple d'heures à chaque rencontre. Puis idéalement, la prochaine étape, c'est d'essayer de créer à partir de ces artefacts-là mon introduction de mon offre de service, mes différents éléments qui sont plus personnalisés au client. Puis ben après ça, finalement, en peut-être 2 heures, je vais avoir généré mon offre de service au lieu de peu importe le nombre de temps que ça me prenait avant. Fait que ça peut être une étape pour extraire l'information, créer des éléments. Il y a du travail des fois à refaire après, puis après ça, le reprendre, puis faire une autre étape d'IA, puis ainsi de suite par la suite, de vraiment faire un flow. Oui. Oui, exactement. Non, non, effectivement. Mais ça pourrait être intégré. Tu pourrais prendre une photo de ta feuille de notes, extraire le texte de ça, puis se dire voici mes notes et faire quelque chose avec ça, mettons. Ça se ferait. Dans les autres exemples, tu disais Copilot, y a-t-il une raison pourquoi tu es passé à Firefly? Copilot ne fait pas ça en tant que tel. Out of the box. Copilot, il faut que tu lui demandes avec un prompt de voici mes notes de rencontre, voici, etc. Tout ça. Non. En fait, la version payante, tu peux intégrer ça à T. Directement dans T, ouais, ben, tu m'apprends ça. Puis après ça, il fait ton résumé, puis moi, pendant une heure. C'est la même affaire, effectivement. C'est une solution qui est une tierce partie. Je ne savais pas que Copilot le faisait encore. Ouais, si tu es en direct dans les salles.
Non, mais tu pourrais t'ouvrir mais tu pourrais aussi, mais tu sais, comme aux autres, effectivement, une application mobile que tu peux juste l'activer, puis tu mets dans ta poche, puis ça enregistrerait tout. C'est la. Exactement. Si tu enregistres, on pourrait être Ouais. en Teams, Ouais, être dans effectivement. même pièce. Une limitation, effectivement, de connecter à Teams, par contre, c'est que si, mettons, ton client est sur Google Meet ou sur d'autres, là, tu le perds. Lui, effectivement, il se connecte dans toutes les rencontres que tu as dans ton agenda. C'est une des petites différences. Oui. Tu aurais pu faire un verbatim, effectivement. C'est ça. Très bonne question. C'est exactement des points. Moi, je le demande, effectivement. C'est un très bon point. Enregistrer. Effectivement, puis mais c'est vraiment des cas, là, c'est des enjeux de ce genre de ils se plug automatiquement lui dans tout. Fait que il y a une question de gérer l'aspect de confidentialité, le consentement, etc., tout ça, qui est très important, mais c'est dans n'importe quoi. Même si avant, il n'y avait pas ça, je leur enrichis une rencontre, souvent on va le demander. Fait que c'est des enjeux qui sont quand même présents. Les enjeux, souvent, ce qu'on entend aussi, c'est où les données vont. Là, tu sais, ça, de facto, ça va dans un serveur US. Fait que si vous avez des données confidentielles, peut-être pas quelque chose qui vous intéresse. Fait que commence à avoir des offres différentes. Eux, tu peux permettre de pouvoir le mettre au Canada, mais tu dois faire de la configuration, c'est pas accessible nécessairement à tout le monde. Fait que, il y a plein de solutions là, qui cherchent à automatiser l'écriture de notes et de faire finalement des items par la suite, puis de se déployer dans le reste de votre environnement, peu importe ça va, la forme que ça vous passe. Bon, c'est ça, c'est mon exemple que je fais là. Moi, je fais les artefacts chinnants, ces artefacts-là, finalement, avec ça automatiquement. Genre, je passe ça, c'est finalement notre ancien terme de projet. Fait que moi, ce que je demande de faire, c'est quoi les doigts que je dois absolument faire. Bon, ça, c'est des exemples que d'autres on a fait. Fait qu'à partir de mon verbatim, je le rentre dans un GPT que je n'ai fait. On n'est pas avec Microsoft, pour ça que j'ai pas copilote. Puis ça me génère les différents items que je vois, je les corrige, je m'assure que tout est bon après ça à la bonne place. Puis après ça, ben, ça me crée par la suite l'équipe de projet va faire une charte de projet, des communications à partir des différents artefacts qu'on a créés. On rentre ça dans un GPT, dans une machine à saucisse, puis ça sort ça, vérifie les éléments qui sont bons, puis les artefacts sont juste produits le plus automatiquement possible. Il y a quand même du peaufinage à faire, là, fait que on ajuste souvent certains éléments, mais l'objectif, c'est de comment on peut créer tout ça dans une chaîne qui fait en sorte qu'à la fin, ben, c'est pas quelqu'un qui peut juste écrire des trucs qui sont copiés-collés un peu partout ou des trucs qui sont extraits évidemment d'une rencontre à partir de là. Puis quand on n'a pas d'enregistrement, ben là, on le fait à main finalement encore dans ce contexte-là. Justement, on va parler de prompting. Cet art de faire des requêtes. Oui, il y avait une question? Il y en a. Il y en a beaucoup maintenant, des LLM. Il y a des manières. Ils répondent pas tous aux mêmes besoins. Tu as des offres un petit peu plus spécialisées dans ce qu'on appelle des règles. C'est une manière d'arriver à faire de la recherche sémantique dans les documents puis de générer à partir des sources d'information une réponse. Mettons, je voudrais chercher dans une banque de livres un livre qui parle des félins, mais je voudrais aussi trouver des livres qui parlent de chats, fait que je peux pas juste faire un contrôle F, mais qui parlerait de tel élément, etc. Donc, il y a des outils qui sont développés pour faire ça. Coveo est une entreprise qui spécialise dans ce genre de recherche-là. Il y a des RAG, des LLM qui ont commencé à déployer pour ça. Claude est un bon exemple qui a une approche qui est spécialisée pour ça. Coveo, il y en a d'autres que je ne me rappelle pas, ont des outils spécialisés pour ça. Fait que des LLM commencent à avoir des caractéristiques différentes de toutes les autres. ChatGPT ou GPT-1o qu'on est rendu a finalement quelque chose de plus général. Pour faire ce genre de tâches-là, il peut le faire, mais il est moins spécialisé. Puis, mettons, le dernier récent de ChatGPT, on va l'avoir de OpenAI, il est bon dans ce qu'on appelle chain of thought. Tu sais, quand je parlais de combien que de R, ben, faire ce raisonnement-là pour arriver à la fin de dire 3, c'est une des nouvelles spécialités de 1O par rapport aux autres avant. Fait ils ont comme des petites niches comme ça. Écrire du texte sont toutes très bons. C'est plus dans les spécialités de cas d'application ou de manière de l'appliquer qui vont commencer à avoir des différences. Fait qu'il n'y a pas vraiment de prenez cela, ça va tout régler vos problèmes. Si vous voulez juste écrire du texte, interagir, GPT, là, la suite GPT va être très bonne pour faire ça. Si vous voulez vraiment fouiller dans les documents, ben là, il y a des suites plus spécialisées pour ce genre de choses-là qui commencent à apparaître. Bref, puis il y en a vraiment d'autres cas d'application, mais il y a tous ces éléments-là qui commencent à apparaître. Fait que c'est comme tough de savoir lequel prendre à partir de là, mais pour des tâches générales, là, Gemini de ce monde-là, Copilot, n'importe quoi, ça va être bien correct. Tu verras pas vraiment la différence. Il y a des fois des questions d'être plus favori, des gens qui sont comme ben moi j'aime mieux mon expérience avec ça, je trouvais qu'il fait une meilleure phrase. Vas-y avec ça, tu sais. Suis ton instinct pour ça. Il n'y a pas vraiment de grande différence marginale qui pourrait justifier de dire ton meilleur résultat de manière significative hors de tout doute avec telle ou telle solution.
C'est une grosse course présentement, là, ils vont en sortir. Apple a commencé à jouer là-dedans, il va en avoir plein d'autres, Nvidia aussi, on va en avoir beaucoup, une grande gamme, puis à un moment donné, ça va tout se centraliser probablement, puis être structuré, là. Yep. Mais oui et non. Anthropic, non. Anthropic utilise juste des données qui ne sont pas sous la propriété intellectuelle. Donc, parce que, tu sais, mettons, OpenAI a juste pris toutes les données sur le web, donc il y a des images qui sont sous la protection de la propriété intellectuelle. Donc, ça peut représenter potentiellement un enjeu si tu génères une image par ce type d'IA-là, qui pourrait représenter un droit d'auteur sur une image inspirée par la suite. Donc, il y a un impact quand même qui n'y a pas de jurisprudence. Fait qu'on est très dans le nuage encore avec ça. Mais il y a certains qui vont spécialiser dans l'utilisation de données un petit peu différentes. Fait qu'il va y avoir des petites nuances quand même dans le futur qui vont commencer à se mettre en place. Il y en a qui vont être entraînés juste sur une langue, mettons, qui commence à apparaître aussi. Fait qu'il y a des petites nuances, mais overall, c'est assez effectivement similaire. Toutes les mêmes gros datasets. Ouais, hein, je vois qu'on est probablement vers la fin. Prompting, c'est plus des trucs astuces, là. Tu sais, j'ai parlé tantôt, là, des fois, il peut être très verbeux, là. Un bon truc, c'est no yapping. Vous faites juste y dire ça. Sois concis. Il va réduire vraiment la longueur des choses qu'il va faire. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez le mettre en anglais. Même, vous pouvez le mettre en anglais, même si je parlais en français. Lui, ça le dérange pas. C'est juste, cap lock. Si vous dites en cap lock ou en minuscule, c'est pas la même chose. En cap lock, c'est comme si vous criez après, là, c'est un peu l'image que, tu sais, quand on parle plus fort. Donc, ça va accorder plus d'importance à cet élément-là. Donc, si vous dites, je veux vraiment que tu parles en français, ou est-ce que vous mettez tout ça en cap lock, c'est pas la même influence sur le résultat qui va être généré. On avait un problème à un moment donné que des fois, il répondait en anglais, on voulait qu'il réponde en français. On met ça en cap lock. Merci, bonsoir, ça vient de majoritairement régler le problème. De donner un contexte, c'est un exemple. Vous avez, mettons, là, j'ai pris l'exemple avec GPT. Vous pouvez donner, mettons, nous autres, moi, dans notre GPT, ben, on explique c'est quoi notre organisation, notre mission, notre vision, puis on explique les différentes facettes comme ça pour donner du contexte quand on va générer des demandes qui soient spécialisées. Après ça, on ne le voit pas, mais nos valeurs. Fait que des fois, on va lui demander de générer des choses en fonction de nos valeurs d'organisation, puis ça va orienter la manière qu'il va faire ça. Vous voyez, vous avez comme un maximum de caractères dans ce cas-ci, puis ben, nous, on a juste expliqué ça comme contexte général pour l'organisation. Après ça, j'aurais pu dire, je m'appelle David, j'ai tel âge, je suis tel rôle, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle du contexte, qu'on essaie de donner un contexte dans lequel on veut qu'il œuvre. On pourrait dire, je suis au Québec, je suis ici, etc. Tout ça. Bon, ici, vous avez un autre exemple qu'on a donné ici, que finalement, tu es un analyste en maintenance de véhicules lourds pour une compagnie minière. Ton travail ici, c'est de trouver des nouvelles occurrences de bris de conseil à un directeur de maintenance dans des rapports. Puis là, vous voyez, mettons, je me réponds en français en cap lock. Puis finalement, ben, l'objectif, c'est de partir de rapports de maintenance pour pouvoir dire, y a-t-il un nouveau problème dans nos services de maintenance, que telle courroie brise ou telle pièce brise? On y donne des centaines et des centaines de rapports. Généralement, quelque chose à partir de là. Merci, bonsoir. On vient de faire quelque chose comme ça. Ça, c'est juste un petit GPT qu'on a fait finalement pour une compagnie minière, sans surprise, pour être capable de faire ça. Puis ça, c'est du contexte, finalement. Vous avez aussi ce qu'on appelle des frameworks de prompting. Il y a comme différentes manières de pouvoir décortiquer votre problème pour arriver à votre résultat. Actuellement, il y en existe 18 là, qui sont comme proposés. Je vous ai donné une référence, on ne passera pas nécessairement à travers toutes là, parce que ça serait beaucoup trop long. Mais vous avez un exemple ici qui s'appelle Care. Vous donnez un contexte, vous dites de faire une action, un résultat, puis vous donnez un exemple de c'est quoi la tâche que vous voulez faire. Puis, ben, avec ce genre de framework-là, vous allez plus facilement arriver à votre objectif, finalement, pour faire ça. Donc, contexte, on a parlé un petit peu plus tôt. Action, je veux que tu fasses une analyse, je veux que tu fasses peu importe c'est quoi. C'est quoi le livrable qui est souhaité? Un PDF, un texte, un paragraphe, peu importe. Puis, voici un exemple de quelque chose que j'ai fait de cet objectif-là. Je veux que tu reproduises le même genre de choses. Vous en avez 17 autres à part de ça. Les slides, je vais vous les envoyer. Vous allez pouvoir prendre le lien directement. Puis juste, à partir de là, regarder la littérature. Là, il y a des gens qui ont déjà expliqué ces différents éléments-là, puis c'est quoi les cas qui sont préférés ou non. De vous faire des GPT personnalisés aussi. J'ai montré l'exemple de maintenant GPT là, qui était finalement pour la compagnie minière. Ben, on a fait finalement juste un GPT qui permet de pouvoir définir c'est quoi le processus, donc c'est quoi son contexte, c'est quoi les tâches qu'on veut qu'il fasse, c'est quoi les documents qu'il a accès, etc., etc. Pour qu'après ça, je puisse juste ouvrir une petite boîte de mon GPT. Ah, je l'avais pas mis, je pense que j'avais mis une petite photo sur le côté que vous allez avoir vos GPT. Vous l'ouvrez, puis vous êtes dans ce petit GPT-là personnalisé qui va avoir accès à des informations différentes, puis qui a déjà défini les règles de prompting que vous voulez faire, fait que vous n'avez pas besoin de faire du copier-coller finalement pour faire ça. Copilot offre la même chose aussi. Il y a toutes les offres sont en train de le faire. Gemini, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu dans le site Google quelque chose, mais je surveille ça, puis d'après moi, c'est de manière assez imminente. Mais Microsoft fait tout ça, vous pouvez même le déployer dans Teams, puis avoir dans Teams votre petit GPT qui vous parle, puis qui vous fait des actions pour vous, pour X, Y, Z, pour des choses comme ça. Ça marche quand même assez très bien.
Puis vous pouvez donner des sources de référence comme des sites web, des affaires comme ça, plein d'affaires comme ça. Des petits cas pratiques, là, si vous voulez mettre en application directement les éléments, ça va être en référence pour les gens qui vont pouvoir l'utiliser. Vous avez aussi une documentation, malheureusement, qui est juste en anglais, là, The Art and Science of Prompting, qui explique un petit peu les éléments, de la finesse derrière. Tu sais, pour eux, c'est de l'alchimie. Des fois, vous allez juste mettre une virgule à la mauvaise place, puis ça ne marchera pas. Vous la changez, ça marche. Tu sais, vous allez voir, il y a des beaux petits memes qui ont été sortis de la dernière solution de Apple, puis des belles images là, de comme qu'est-ce que les devs ont dû mettre écrire pour réussir à faire des affaires. Là. C'est bijoux, genre, s'il te plaît, tu sais, quasiment en pleurs de comme faites l'affaire parce que sinon je vais perdre ma job. Puis bon, puis là, ça marche. Nous, pour vrai, des fois, c'est juste ça, là, tu sais, des trucs comme ça. Bref, vous avez d'autres références aussi du prompt engineering, un guide qui sont tous en français, des exemples de prompt, maîtriser le prompting que vous allez pouvoir juste utiliser pour essayer d'améliorer ces compétences-là par la suite. Là, on est rendu à quelle heure? Là? Je pense que je suis pas mal, on va dépasser. Là. Bon. J'avais d'autres cas que j'ai appris. Des idées d'exemples d'application. Vous voulez finir finalement une finition pour des éléments avec des images. Je peux demander de compléter des images avec des solutions comme DALL-E, Midjourney. C'est pas tout super beau, mais c'est plus l'idée de brainstorm, de donner des idées, de faire des éléments, de dire, OK, j'ai une image, je voudrais compléter ma cuisine, je voudrais faire tel élément. Bon, ici, on voit qu'il ne même pas passer à côté, là. Il n'y a pas de suivi entre les deux. Fait que t'es comme, ouais, mais encore. Fait que, bref, l'idée est vraiment, il y a comme un comptoir ici bizarre, mais l'idée, c'est de montrer que ce truc-là peut vraiment servir de brainstorming par la suite aussi. Ici, on cherchait finalement des définitions. On était comme, ouais, mais qu'est-ce qui pourrait être bon? Ou donne-moi une définition de ça. On parlait à aussi de nos valeurs. On voulait définir nos valeurs. On voulait trouver des synonymes, des éléments comme ça, retrouver des concepts. Super bon pour parler d'éléments comme ça, de juste d'être une autre personne autour de la table qui vient donner des idées à apporter au niveau de ça. Bon, je vais le skipper celle-là, malheureusement. Là, j'ai peut-être un petit peu. Bon, c'est ça. C'est mon dernier cas. Si vous voulez d'autres exemples de cas d'application, on a comme un jeu de cartes, un vrai jeu de cartes à jouer. Là. Il y a 36 cas d'application de l'IA dedans. C'est un PDF, mais on l'a aussi en physique. C'est juste pour voir d'autres cas d'application. C'est quoi les enjeux que vous allez faire face avec ce genre de problème-là? C'est quoi le type de solution normalement qui peut être fait? Par exemple, un exemple, c'est juste utiliser des solutions comme ChatGPT, les assistants numériques. D'autres, c'est un petit peu plus complexe. Fait que c'est ça. Si ça vous intéresse, il y a ce genre de contenu qu'on a aussi. Merci. J'ai peut-être défini un petit peu à la fin là, pour me rendre à ça. Puis ça, c'est vous voulez vous connecter. Puis après ça, c'est si vous avez des questions. Ouais. Parfait. Ouais. Salut. C'est bien de prompter pour que tu te rendes compte. C'est dans un contexte, on est dans un contexte où ça fait vite. Ouais. 80% en 5 ans, les logiciels vont intégrer de l'IA déjà. Tout le monde pose la question comment faire ça, développer ça, livrer des solutions. Tu as un budget limité. Tu es responsable de mettre sur place des facilitants pour permettre de ton PME ou des organisations qui sont développées de développer ces solutions en AI-là. Qu'est-ce que tu mets en place et qu'est-ce que tu as une valeur à mettre le cas communautaire? La gouvernance. Moi, pour moi, c'est pas énorme. Puis l'IA responsable, puis les enjeux autour de ça. Parce qu'il y a beaucoup de cas d'application. Des fois, des clients viennent nous voir, puis ils sont comme, hey, j'aimerais ça faire ça, puis t'es comme, ouais, mais tu vas faire de la discrimination légale avec ça. Genre, tu peux pas faire ça. Un bon exemple, il y en a un qui vient nous voir et dit, ah, j'aimerais ça que les gens puissent plus prendre une photo, puis je vais lui donner une code de crédit pour lui donner une carte Visa par la suite. Genre, mais pour eux autres, c'était normal, c'était comme, c'est une bonne idée, ça va nous sauver des coûts. Fait qu'il y a beaucoup de ces angles. Là, ça, c'est des cas faciles, mais il y a beaucoup d'autres cas. J'ai donné l'exemple des profs. Les profs sont comme, c'est une bonne idée, hein? Moi, j'arrive à résoudre mon problème. C'est pas une bonne utilisation de la technologie. Fait qu'il y a comme ces éléments-là sur c'est quoi les enjeux, puis de comprendre c'est quoi la limitation de c'est pas fait pour faire du factuel. Fait que tous ces petits trucs-là, pour moi, qui seraient vraiment une boîte à outils qui serait vraiment pertinente, que d'ailleurs, nous autres, on travaille à essayer de développer, là, ça fait partie de nos plans. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments que j'entends des gens qui se font galvauder que l'IA va tout faire, finalement, puis de peut-être un peu ramener à qu'est-ce qui est réel. Ensuite, c'est probablement dans les bonnes pratiques de comment je développe un système comme ça, comment je le maintiens aussi. Puis c'est quoi qui est des bons cas d'application? Là, des fois, des gens qui arrivent des solutions, tu es comme, hey, c'est cool sur papier, mais je ne pense pas que tes clients vont être prêts à acheter ça finalement. Un peu ces règles d'affaires-là, finalement, de comprendre, de faire une bonne analyse. On est dans des cycles normales, là, qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue de comment on analyse une bonne fonctionnalité d'IA. C'est plus de savoir qu'est-ce que ça apporte vraiment comme valeur. Fait qu'il y a beaucoup d'organisations, je pense, de bien percevoir la valeur de ces solutions-là, puis de plutôt mettre l'emphase juste sur des processus traditionnels d'analyse d'affaires numériques. De retaper sur le clou de ça, là.
face. C'est pas nécessairement si complexe. Tu sais, en fait, il y a deux choses. En tant que tel, les infrastructures, faire de l'inférence de modèles comme ça, on veut faire une prédiction, ça prend des unités de calcul qui sont des GPU, mais c'est plus un problème en soi de logistique de juste acheter des GPU, mettre ça dans un serveur puis d'être capable de déployer. Après ça, pour tout ce qui est typiquement de comment on rend ça accessible, c'est la même genre de cybersécurité qu'on a besoin qu'en informatique, en TI, puis etc. Des API, des trucs comme ça. Fait qu'il n'y a rien de nouveau qui est particulier à l'IA. Après ça, c'est quoi qu'on a besoin comme ressources? Oui, mais je pense pas que c'est un enjeu des PME à cette étape-ci. Ça va être plutôt de trouver des providers comme AWS, Azure, etc., qui peuvent l'offrir, Qscale, etc., tout ça. Mais sinon, pour eux, ça ne change rien dans leur vie nécessairement. Après ça, des bonnes pratiques de sécurité, il y a des différences, ça c'est vrai. Ce genre de système-là peut se faire injecter du code, peut se faire plein d'affaires comme ça. Mais ça, c'est donc juste des nouvelles pratiques de cybersécurité à mettre en place, puis au niveau du développement informatique aussi, de se backer pour ce genre de cas-là. C'est sûr que tu peux plus faire des tests unitaires, des systèmes comme ça. Fait qu'il faut que tu repenses la manière que tu fais tes tests. Fait que ça, il y a une nouvelle pratique à faire et à déployer au niveau des équipes pour ça. Mais à moins que tu ne développes pas de code, c'est pas nécessairement un enjeu. Mais si tu développes du code qui s'interagit autour de ce système-là, oui, on va falloir que tu déploies des nouvelles formes qui sont des stacks non déterministes, mais probabilistes à la place. C'est un autre mindset à développer. C'est plus un changement de culture qui va être derrière ça aussi à travailler. Là. Ça fait plaisir? Oui? D'excès de tests. Ouais. La création de page. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai eu un espoir d'expliquer une page existante. Ouais. Puis la modifier, puis avoir un vectoriel. Ouais. Il y a un gros marché qui s'en vient, fait que oui. Tu sais, mettons, les architectes, là, les autres sont vraiment excités par l'IA générative. Ils commencent à avoir des solutions dans la suite Photoshop, etc., qui commencent à apparaître. Tu sais, de créer des rendus 3D, puis de créer finalement un plan 3D, puis d'être capable de dire. La recherche, ça s'en vient là. Tu sais, là, on est dans le marché, puis il y a un potentiel, puis les gens sont intéressés par ça. Ça s'en vient, mais il y a du travail quand même assez majeur à faire derrière ça. Parce que, tu sais, ça reste une image qui n'est pas nécessairement en 2D, fait que de le transposer, il y a des trucs complexes derrière. Ah, de départ, tu parles. Ouais, ben oui. Il y a des outils, oui. Il y a des outils déjà plus qui peuvent le faire. J'avais mal compris ta question. Il y a des outils plus spécialisés, mettons, que ChatGPT qui le font. Parce que c'est vrai que d'une photo de départ, des fois, tu es comme, ouais, c'est pas vraiment ça, mais. OK. Ben, c'est d'ajuster ton prompt. Essaie d'ajuster ton prompt. Mais c'est vraiment là, tu sais, quand je parle de l'art de prompting, là. J'utilise pas mon compte. C'est ça. Ah, comme background? Ah non, effectivement, ça fait pas encore ça. Non, c'est ça. Le texte, oui, par écrire du texte dans une image, là, il n'est pas là. Il l'a pas partout. C'est ça. Non, c'est vraiment épouvantable. Mais ce sont effectivement des gens, il y a de plus en plus des besoins qui sont exprimés. Comme, j'aimerais ça, j'ai un fond vert, j'aimerais ça rajouter un background, puis que ça soit fait, bref, ou l'inverse, tout ça. Il y a décernement des besoins. Là, c'est de savoir quand est-ce que la technologie va wrap up pour tout ça. Je pense que ça va s'en venir. Mais moi, à ma connaissance, dans la vigie qu'on a faite actuellement, on n'a pas vu d'outils qui le font encore, mais il y a des promesses. Il y a des promesses de Photoshop, de ce genre d'outils-là, Illustrator, etc., de pouvoir aller vers ça, mais Canva, etc., tout ça, mais c'est pas encore là. Fait qu'il il va y avoir des délais encore, mais ça a le potentiel de le faire. Là, est-ce que ça va bien s'exécuter? Mais pas encore. Tu sais, même Copilot, quand ils l'ont déployé au départ, il y avait beaucoup de promesses, puis tout n'était pas encore disponible. Il y a de plus en plus de ces réalisations-là qui essaient d'être déployées, mais il y a encore du travail à faire pour rendre ça pleinement intéressant, à mon avis, à la hauteur de la valeur qu'on nous a proposée. Qu'on nous a promis plutôt. Cool. Ben, merci. Ça fait plaisir. Merci. Parfait. Merci. Ben oui, je pense pas qu'on a besoin de beaucoup plus de choses infrastructure. Je pense pas qu'on a besoin de beaucoup de choses au niveau infrastructure. Là, c'est plus, ça va être de déployer du cloud normal. Là. Puis des systèmes. Parce que c'est surtout si tu mets en premise que c'est là que ton inférence va être dispendieuse. Là. Mais ça va changer. Là. Oui, probablement, effectivement. Hein. Si, bon. Ouais. J'ai un professeur qui